Dernier retour sur le plateau du Salon CE autour d'éditions législatives et de Frédéric Awatt et Jocelyn Bouvier. Et bien sûr, tout ça dirigé par Jacques Lambert. Jacques, c'est à vous. Alors pour cette conclusion de cette information sur les questions posées, on entend parler de plus en plus du référendum. C'est quelque chose qui passe. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette arrivée du référendum dans l'entreprise? Est-ce que ça va outrepasser les droits, les devoirs et les prérogatives des organisations syndicales? Oui, ça le peut. Bon, c'est une démarche qui n'est pas nouvelle. Depuis 2008, on a essayé finalement de rendre de plus en plus représentatifs les différents syndicats. Donc ça va dans ce même esprit de dire qu'un syndicat qui signe, s'il n'est pas majoritaire avec d'autres organisations syndicales, c'est-à-dire plus de 50% des suffrages, eh bien, devra se retourner vers les salariés pour finalement soumettre les différentes questions à un référendum. Donc ça va dans un sens que l'on connaît depuis 2008, c'est une évaluation, j'allais dire, normale dans l'aspect juridique des choses. Après, effectivement, ça peut favoriser des manipulations pour évincer telle ou telle organisation syndicale. Et c'est vrai que sur le principe, il ne faut pas oublier, et ça c'est souvent les élus et les salariés l'oublient, les élections des représentants du personnel, c'est maintenant un événement clé, puisque c'est cet événement qui va déterminer qui est représentatif ou non dans l'entreprise. Alors, on a encore de la chance parce que les élections dans l'entreprise suscitent plus de participation que les élections nationales qu'on va connaître incessamment sous peu, les présidentielles et les législatives, parce que c'est aussi un instrument de mesure de représentativité dans les branches, de représentativité au niveau national, et s'il y avait une désaffection, comme ça l'est pour les élections prud'homales, on aurait de gros soucis de légitimité des organisations syndicales. Alors le dernier endroit où il y a une légitimité des représentants du personnel, c'est les élections professionnelles dans les entreprises, parce que ce sont les représentants les plus proches du citoyen dans la République. Il est plus proche que le maire, il est plus proche que le député, et encore plus proche que le président de la République. Et donc il ne faut pas négliger cette élection. Il ne faut pas le négliger au niveau du CE, des salariés, au niveau des organisations syndicales. Et puis également, il faut voir que ça peut générer une nouvelle politique RH, puisque l'élection va déterminer qui est représentatif, donc qui finalement aura le pouvoir de signer tel ou tel accord sur le cycle électoral. Donc c'est très très important de voter au premier tour, de présenter des listes syndicales pour justement s'offrir des possibilités. On l'a vu, la loi travail offre des possibilités par voie d'accord entreprise de déroger à tout un tas de règles, de finalement se construire le cadre juridique au niveau de l'entreprise. Mais pour le faire, il faut un partenaire syndical en face. Alors, les partenariats syndicaux, alors la loi travail a touché, elle, plus que les institutions représentatives du personnel, elle a touché la négociation. Elle a touché en quoi la négociation, cette loi travail? Alors, elle a favorisé un mécanisme qui est important, c'est-à-dire que c'est vrai que souvent la loi elle est faite pour les grandes entreprises, celles qui sont déjà pourvues d'organisations syndicales, qui ont des moyens, qui ont des partenaires, assez classiques de négociation. Mais il y a tout un tas d'entreprises qui ne sont pas habituées, j'allais dire jusqu'à 200 salariés, qui ne sont pas habituées à négocier et à avoir ce principe de la négociation. Donc on a introduit, au-delà du principe majoritaire, des facultés de négocier avec d'autres partenaires que peuvent être les représentants personnels, que peuvent être des salariés mandatés, et en appuyant pour donner de la légitimité juridique, finalement sur un référendum des salariés. Alors, salarié mandaté, ça nous rappelle la mise en place des 35 heures. Oui, c'est exactement la même chose, effectivement. On est sur cette logique qu'une personne dont ce n'est pas la mission en tant que telle, va être mandatée par une organisation syndicale pour négocier tel ou tel sujet, le plus souvent, par exemple, sur la durée du travail. Est-ce qu'on a retouché les NAO? Est-ce qu'il y a une nouvelle NAO? Alors, oui, on a surtout rajouté sans cesse des thèmes de négociation. Là aussi, on en parlait tout à l'heure par rapport au CE. Il y a de plus en plus de thèmes de négociation. La difficulté, c'est d'aborder tous ces sujets et surtout, au-delà de négocier, de conclure un accord. L'idée, c'est, au-delà de négocier, c'est d'arriver à conclure quelque chose pour fixer ce cadre juridique dans l'entreprise. Oui, parce qu'on est dans un pays où on a l'obligation de négocier, mais on n'a pas l'obligation de conclure. Donc de ce côté-là, avec la loi travail, rien de nouveau, quoi.
Non, voilà, c'est exactement le même mécanisme. Hein. On doit négocier chaque année, mais on n'est pas obligé d'arriver à la conclusion d'un accord. Alors après, sous réserve dans différents sujets sur l'égalité professionnelle, etc., on favorise quand même la conclusion d'accords collectifs pour éviter des pénalités financières. Mais là encore, c'est assez complexe et ça dépendra surtout de l'effectif de l'entreprise. Alors c'est vrai que quelquefois, il y a l'obligation de négocier, l'obligation au moins d'arriver à un plan d'action. Alors, est-ce qu'on peut expliquer la différence entre l'accord et le plan d'action ? Parce que ça, c'est totalement flou et derrière, il y a peut-être une escroquerie intellectuelle, quoi. Alors, pour faire simple, l'accord collectif, c'est l'accord qui sera signé entre l'employeur et les organisations syndicales dans l'entreprise. Le plan d'action, c'est lorsque finalement l'employeur a l'obligation d'arriver à un résultat, arriver à une mesure, et va du coup reprendre la main sur le sujet et présenter un plan d'action qui est par nature une mesure unilatérale. Oui, ça permet à quelques employeurs de dire mais c'est pas la peine d'aller négocier un accord, on va faire un plan d'action. Oui, là encore, c'est de la politique RH. Quelle est la place que je vais donner dans l'entreprise aux organisations syndicales ? Est-ce que je vais donner la sensation de simuler une négociation pour ensuite revenir sur mon pouvoir unilatéral ? Là, on n'est plus sur du juridique, c'est vraiment une stratégie RH sur le management des organisations syndicales, quelque part. Mais est-ce que ces lois Rebsamen et Travail ne favorisent pas et ne redonnent pas un peu plus la main à des stratégies RH qui ne pouvaient pas être précédemment ? Oui, évidemment, dès lors qu'on introduit le critère de représentativité et au-delà de ça du critère de majorité, eh bien on va se livrer à différents calculs savants pour savoir combien d'alliances de syndicats il faudra pour conclure un accord et valider un accord le plus simplement possible sans passer justement par une validation par référendum. Alors, avec toutes ces nouveautés-là, et puis des décrets d'application qui ne sont encore pas arrivés, quels conseils donneriez-vous à nos amis élus qui nous regardent là et qui se disent « Oh là là, c'est encore plus compliqué que ce que je croyais ». Quelles sont les 3 clés que vous donneriez pour le passage en dupe, les nouvelles négociations et les nouvelles consultations et la négociation ? Le premier conseil qu'on peut leur donner, qu'on pourra toujours leur donner, c'est de ne pas se contenter de gérer des activités sociales et culturelles, de s'investir dans leur rôle économique, et beaucoup de CE le font heureusement. C'est un rôle qui est difficile, les élus ne sont pas formés à la lecture des comptes d'une entreprise, mais le CE a des moyens, notamment des moyens financiers avec le budget de fonctionnement, donc vraiment, c'est de ne pas négliger ce rôle économique, parce que derrière le rôle économique, il y a l'emploi, les conditions de travail des salariés. Même si le CE n'a pas de droit de veto, ce que certains regrettent, le rôle économique est fondamental. Le deuxième conseil qu'on peut leur donner, c'est de s'organiser, d'organiser son CE, de conserver le caractère collectif du comité d'entreprise, même s'il peut y avoir différents courants syndicaux au sein du CE, on peut ne pas être d'accord, et c'est sain de ne pas être d'accord, parce que c'est en discutant qu'on arrive à des consensus. Il faut s'organiser à l'intérieur de son CE, se répartir les rôles, ne pas laisser le secrétaire se charger de tout et tout porter à bout de bras, tenir compte du degré d'investissement de chacun, des goûts de chacun, des compétences de chacun, et vraiment rester centré sur le rôle économique du comité d'entreprise. Même si les activités sociales et culturelles, c'est très important, avant toute chose, il y a le rôle économique. On sait que la plupart des élus de comité d'entreprise ne cumulent pas les diplômes d'expert comptable, d'avocat, ni d'expert en ergonomie. Et donc il y a un budget de fonctionnement qui est dédié à ça, et il faut donc l'utiliser. Je répète, on n'achète pas des clés USB à 35 €, non, mais on s'en sert pour faire travailler des experts pour être aidés dans sa tâche quotidienne. Tout à fait, oui. Et donc on n'achète pas non plus un iPad avec le budget de fonctionnement. On se fait assister tout au long de l'année par un expert, un avocat,
pour apprendre à faire par soi-même. Le but du recours à un expert comptable, c'est pas de faire des élus des experts comptables. Le recours à un avocat, le but n'est pas de faire des élus des juristes en droit du travail, mais en se faisant assister tout au long de l'année, on finit par acquérir des automatismes, par apprendre et on devient meilleur dans son rôle de représentant du personnel. Alors en conclusion, je dirais que pour plus d'informations, vous avez le site Éditions législatives qui va vous donner toutes les informations au fur et à mesure. Et puis vous pouvez toujours leur téléphoner aussi. Il doit y avoir tout sur éditionlégislative.fr ou .com.fr. Et puis on se retrouve nous bientôt. Alors ils sont présents sur le salon des CE. Ceux qui viennent après avoir écouté cette émission peuvent venir les rencontrer. Et puis là on va rendre l'antenne à Cognac G pour cette fin de journée. Donc je rends la parole à Michel. Merci Jacques, merci à tous les deux d'être venus également différer et nous apporter un petit peu vos lumières sur tous les sujets que vous avez développés. Quant à nous, on va se retrouver quand même dans quelques minutes avec un autre débat sur les ondes de Lyon Première, débat qui a été enregistré hier et qui traitait ça y est, j'ai perdu, qui traitait des accords de qualité de vie au travail. Merci.